Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir Monsieur Cyril Courrier. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en histoire romaine à l'université d'Aix-Marseille et également membre junior de l'Institut universitaire de France. Vous êtes spécialiste du monde romain, des cultures populaires antiques et travaillez notamment sur les formes d'agentivité dans l'Antiquité. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre formation? Alors, il n'a pour le coup rien de très particulier. J'ai eu un parcours très classique d'apprenti historien, d'abord en classe préparatoire, puis à l'université. J'ai passé l'agrégation, ensuite une thèse à l'École normale supérieure de Lyon, sous la direction d'Yves Roman, et ensuite j'ai eu la chance de faire un post-doctorat comme membre à l'École française de Rome. Donc un parcours classique, mais j'ai eu vraiment l'opportunité de me former à l'interdisciplinarité, notamment à l'ENS. Ça a été absolument décisif pour la suite, parce que bon, on le verra quand on fait de l'histoire du bas ou vu d'en bas, il est important d'aller regarder du côté d'autres disciplines. Et du coup, voilà, j'ai eu cette chance à l'ENS puis à l'EFR. En 2014, vous avez publié un ouvrage intitulé La plèbe de Rome et sa culture. En 2022, vous avez co-dirigé avec Julio César Magalhães de Oliveira l'ouvrage intitulé Ancient History from Below Subaltern Experiences and Action in Context, paru en 2022. Qu'est-ce qui vous a amené à adopter une approche par le bas? Alors, sans trop parodier Édouard Baird, une carrière, c'est d'abord des rencontres, hein. Et du coup, ça dépend aussi des gens que vous rencontrez. Je n'ai eu aucun choix au départ dans mon sujet de thèse, puisque c'est là que ça part en fait. C'est mon directeur de thèse, Yves Roman, qui m'avait confié ce sujet qu'il avait déjà eu pour d'autres, enfin qu'il avait conçu avant moi. Je veux dire, c'est pas spécialement pour moi qu'il l'avait imaginé. Et donc du coup, voilà, c'est aussi lié aux rencontres que vous pouvez faire. Et par ailleurs, j'imagine qu'il y a une forme d'atavisme familial, puisque je suis originaire de Saint-Étienne, d'une famille de tradition ouvrière. Donc, disons que les expériences des dominés, c'est quelque chose auquel j'étais sensible gamin et que j'ai appris à appréhender tout au long de ma scolarité, en fait, dans une ville qui était plutôt bercée par la nostalgie de son passé minier. Donc voilà, je suppose qu'il y a aussi un peu de ça dans le fait d'avoir été sensible à ce sujet qu'on m'a proposé, disons. Alors, l'expression History from Below, elle est attribuée à Edward Thompson en 1966, mais selon Eric Hobson, c'est à la tradition française que l'histoire par le bas doit ses premières approches. Comment pourrait-on définir cette approche et comment elle s'est développée? Alors de fait, Eric Hobsbawm a parfaitement raison. L'expression elle-même est utilisée en anglais pour la première fois dans un supplément du Times par Edward Thompson. Mais le point de lancement, si je puis dire, c'est les deux premières générations des Annales. C'est pas un hasard que l'histoire vue d'en bas naisse avec les mouvements sociaux de la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française en l'occurrence. Lucien Febvre est un des doux premiers à parler alors d'histoire des masses et non des vedettes. Marc Bloch avait déjà été très attentif à l'étude des croyances, en particulier ici celle du roi faiseur de miracles, comme nécessaire pour comprendre l'histoire des grandes décisions, l'histoire des grands événements politiques. Et le premier, si je puis dire, théoricien de l'histoire vue d'en bas, donc qui s'appelle vraiment Histoire vue d'en bas, là pour le coup en français, c'est Georges Lefebvre, dans une série de travaux qui date du début des années 30. Mais le premier, enfin le plus célèbre, c'est La Grande Porte de 1789, où il attire l'attention sur la nécessité de comprendre enfin, si on veut comprendre les grands mouvements, il faut comprendre ce qu'il appelle la vie populaire, l'histoire submergée des gens ordinaires. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas encore une grande réflexion autour de ce qu'on peut appeler le peuple, l'ordinaire, le populaire, mais il y a déjà cette idée d'adopter le point de vue de ces gens-là, en fait, de s'intéresser à des sources apparemment anecdotiques, et presque, j'allais dire, de faire une forme de micro-histoire. Alors le chant n'existe pas à ce moment-là, hein, puisque ça apparaît bien plus tard dans les années 70, mais comme le dit Carlo Ginzburg lui-même, il a été profondément influencé par la façon de faire de Marc Bloch, où c'est en fait une série de micro-histoires qu'il met en chaîne pour comprendre ses croyances. Donc voilà, le point de départ, c'est vraiment celui-là. Après, très rapidement,
les annales, notamment la troisième génération des annales, laissent complètement tomber ces questions-là pour s'intéresser à des choses, des questions de plus long terme, des analyses quantitatives sur le très très long terme pour le coup, il laisse totalement tomber, disons, ce champ-là. Mais au départ, ça naît dans le contexte des annales, oui. L'histoire a longtemps été construite sur le modèle thucydidien, en mettant en avant les élites et les événements les plus importants. Pourquoi est-il nécessaire, selon vous, de réhabiliter une histoire par le bas? Alors, je dirais qu'il ne faut pas utiliser l'expression, enfin, je n'utiliserai pas l'expression de réhabilitation, pour deux raisons. La première, c'est que d'une certaine manière, ça implique l'existence d'une conclusion antérieure à l'enquête, antérieure à l'examen des sources. Vous savez que vous voulez réhabiliter, et c'est pas forcément une bonne démarche du point de vue, on va dire, épistémologique. Deuxièmement, bah, l'historien n'est pas un redresseur de tort, hein. Pour citer deux sociologues que précisément j'avais appris à lire à l'ENS, Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, euh, rien n'est plus faux que l'idée selon laquelle l'intention de réhabilitation serait, pour le chercheur, la voie directe. Ça pose beaucoup de problèmes et surtout, ça n'est pas ça l'objectif d'une histoire vue d'en bas. Pour comprendre ce que c'est, il faut revenir à l'introduction que Edward Thompson avait donnée à son ouvrage, enfin son opus magnum, c'est La formation de la classe ouvrière, qui est paru en 63 au départ. Il disait ça, j'avais noté le texte en préparation. Je cherche à sauver de l'immense condescendance de la postérité le pauvre tricoteur sur métier, le tondeur de draps ludistes, le tisserand qui travaille encore sur un métier à main, l'artisan utopiste et même le disciple trompé de Johanna Southcott. Il est bien possible que leur métier et leur tradition aient été moribonds, que leur hostilité à l'industrialisation naissante ait été alimentée par un point de vue passéiste, que leurs idéaux communautaires aient manqué de réalisme, que leur conspiration insurrectionnelle ait été téméraire. Mais ce sont eux qui ont vécu cette période de bouleversement social intense, ce n'est pas nous. Leurs aspirations étaient justifiées par leur expérience propre. Et si l'histoire a fait d'eux des victimes, leur propre époque les ayant condamnés, victimes, ils sont restés jusqu'à nos jours. Et c'est ça, faire de l'histoire vue d'en bas. C'est pas de la réhabilitation, c'est une sorte d'opération de sauvetage. Nous recherchons des individus qui ont été oubliés ou méprisés, hein. On reviendra aux yeux d'un Cicéron ou d'un Tacite, les Romains ordinaires, pour aller vite, c'est des idiots politiques, des miséreux, des fainéants, des perturbateurs de l'ordre social. Bon, bah, l'objectif de l'histoire vue d'en bas, qui n'est pas seulement une histoire du bas, hein, c'est de les soustraire aussi à ces jugements, de ne pas considérer l'histoire uniquement comme une chaîne de grands accomplissements. On s'intéresse aux causes perdues, on s'intéresse aux perdants. Parce que le pire des morts, en fait, le pire qu'on puisse faire, c'est oublier. C'est ce que dit Julio César dans l'introduction du livre. Il s'agit de lutter contre ça. Par contre, ça ne veut pas dire attribuer rétrospectivement à une action une cohérence qu'elle n'a pas eue, ce qu'impliquerait pour le coup la notion de réhabilitation. Encore moins leur donner un rôle qu'ils n'ont pas eu. Ça veut dire considérer les gens comme des acteurs sociaux et de restituer dans les conditions qu'ils ont affrontées eh bien, les motivations, les justifications, bref, les valeurs qui ont sous-tendu leurs actions, aussi peu familiers que ça puisse nous paraître aujourd'hui. Voilà ce que c'est. En fait, c'est pour ça que c'est important, parce qu'on n'oublie pas un pan entier de la société, hein, et on ne le réduit pas, comme on le fait un peu trop souvent, à une élite mâle, blanche, adulte, dont on serait nous les lointains descendants. On essaie de comprendre l'Antiquité dans toute sa complexité. Et pour ce faire, il faut prendre en compte l'ensemble des acteurs. Ça n'est pas de la réhabilitation, c'est juste prendre en compte la totalité du spectre social. Les thématiques développées par Thomson se sont ensuite développées dans les années 70 à 80 et de plus en plus d'historiens adoptèrent une approche bottom-up. De nouvelles approches ont ainsi vu le jour, comme l'anthropologie, la micro-histoire, avec le célèbre Le fromage et le verre de Ginsberg, dont vous avez fait mention. Il y a également donc l'histoire de la vie quotidienne en Allemagne et les études sérielles. Ces approches peuvent-elles être adaptées à l'histoire ancienne? Alors les questionnements, oui, c'est même salutaire, parce que si on veut renouveler l'approche de nos sources, il faut bien regarder ce que font nos collègues, ce que font d'autres disciplines, sans quoi on reste enferré dans des modèles qui ont été des modèles essentialistes sur l'homme romain, dans lesquels on était enfermé jusqu'à une période, il n'y a pas si lointaine d'ailleurs.
Le vrai problème, c'est le mur des sources, hein. On a une absence totale de sources narratives provenant des strates inférieures de la société. Chez nous, pas de procès, d'archives inquisitoriales qui nous renseignent sur Ménochiot du Frioul. Pas de villageois de Montaillou, pas de Martha Ballard dans la Nouvelle-Angleterre du 19e siècle. Donc, et par ailleurs, les écrits canoniques qui sont les nôtres sont si fortement biaisés en faveur des élites, des intérêts idéologiques des élites, que c'est redoutable, redoutablement difficile d'essayer de décortiquer ce récit pour essayer en plus de retrouver des cultures qui sont largement orales. Vous avez le double prisme social du mépris, mais celui aussi de retrouver des cultures qui sont marquées par l'oralité à travers des récits écrits tenus par des gens qui n'appartenaient pas à ces classes sociales. Donc, c'est des concepts et des constats assez déprimants quand même. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Alors, je crois qu'on y revient un petit peu plus tard. Mais effectivement, on n'est pas non plus totalement démunis. On en a des sources. Et même les sources littéraires ne sont pas inutiles pour faire l'histoire vue d'en bas. Donc, on pourra y revenir un peu plus tard, mais c'est pas impossible. On a juste plus de difficultés que les autres. On souhaiterait revenir sur des notions fondamentales qui sont développées, comme l'agentivité, l'expérience. Pouvez-vous définir ces notions et comment les utiliser? Alors, plus que expérience, c'est un terme important, mais c'est pas la notion clé. Vraiment, la notion clé, c'est celle d'agentivité ou d'agency en anglais, qui a connu, disons, son heure de gloire grâce aux travaux de Judith Butler, mais qui existe déjà un petit peu avant dans les travaux de Thomson. Alors, si on veut comprendre ce que c'est, il faut d'abord revenir, alors toujours revenir au marxisme ou presque, hein, comme disait Yvon Tébert, qui était un de mes maîtres, même si je ne l'ai pas directement connu à l'ENS, c'était l'histoire est marxiste ou elle n'est pas. Et effectivement, dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Marx écrivait les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas comme ils l'entendent. Ils ne la font pas dans des circonstances choisies par eux-mêmes, mais dans des circonstances déjà existantes, données et transmises par le passé. Et vous avez là, dans cette phrase déjà, sans être théorisé, l'opposition entre agency et structure. C'est-à-dire les conditions dans lesquelles les hommes ou les femmes vivent et ce qu'ils peuvent faire avec ces conditions. Alors, dans une vision marxiste traditionnelle, le poids des conditions est tel qu'elle détermine les choix de l'individu, que ce soit les choix de son groupe social d'appartenance ou plus largement les structures dans lesquelles il est amené à opérer. Pour les praticiens de l'histoire vue d'en bas, on va être plutôt sensible à leur capacité précisément à faire leur propre histoire, à façonner, à remodeler leurs conditions d'existence. Thomson disait par exemple que l'agency, c'est la capacité des hommes et des femmes, par un acte volontaire de volonté sociale, à surmonter ces limites imposées par les circonstances, les nécessités historiques. Bref, on est quelque part entre les deux, c'est-à-dire que vous avez d'un côté le Scylla des forces historiques aveugles, et puis de l'autre, le Charybde de l'autodétermination romancée. Bon ben, il faut essayer de trouver le juste milieu entre les deux, c'est pas toujours facile. Ne jamais ignorer les limites imposées aux choix et aux actions des subalternes. Inversement, étudier le sens et la motivation derrière leurs activités et les solidarités, par exemple, par lesquelles ils peuvent être amenés à compenser leur subordination, leur infériorité. Bref, c'est ça, l'agency. C'est trouver les stratégies qui permettent, hein, postuler qu'il y a une forme de rationalité de l'acteur et imaginer ou essayer de retrouver les formes par lesquelles ils compensent des structures qui leur sont pas favorables. Dans les années 80, en Inde, émerge le mouvement des Subaltern Studies de Ranajit Guha. Ce mouvement nous a apporté un concept clé, celui de la subalternité. Pouvez-vous nous le définir? Alors ça, c'est un super livre, hein, le bouquin de Ranajit Guha, à lire quoi qu'il arrive. D'abord, la notion de subalternité, elle apparaît pas tout à fait avec lui, hein. Il lui donne un cadre plus large et les Indian Subaltern Studies sont restés célèbres encore aujourd'hui par la déconstruction du discours colonial qu'elles ont entraîné.
Mais le mot apparaît pour la première fois chez Gramsci. Là encore, hein, c'est pas, Antonio Gramsci, c'est un philosophe marxiste, un militant marxiste, donc c'est encore toujours la même école de pensée, hein. Thomson était un marxisme. L'History from Below, c'est un courant historique qui naît dans le marxisme britannique en réaction à un marxisme stalinien déterministe. Donc c'est marxisme, mais aussi réaction au marxisme. Et Gramsci utilisait l'expression classe subalterne, toujours au pluriel, pour désigner tous les groupes socialement, culturellement, politiquement subordonnés à la classe dominante. Et de ce point de vue-là, pour lui, c'était un moyen, ces subalternes, cette subalternité, d'aller au-delà des classes fondamentales du capitalisme, la bourgeoisie, le prolétariat, d'incorporer à l'analyse la position sociale, la subjectivité, la structure, la culture. Et c'est sur cette base-là qu'ont réfléchi ensuite les subalternistes indiens, qui ont, eux, élargi en fait, le concept à toutes les formes de domination. Et de ce point de vue-là, ça a été très utile. En revanche, pour essayer de distinguer subalternité et history from below, on dira que la subalternité insiste davantage sur le discours qui produit l'infériorité, tandis que l'History from Below va s'intéresser plutôt à l'infériorité elle-même et à la façon dont elle est vécue par les inférieurs ou les subalternes. C'est une question de regard. On s'intéresse aux mêmes gens, mais on ne porte pas le discours sur la même chose. Et de fait, le discours des Indiens subalternistes a évolué vers les formes de déconstruction du langage. L'autre grand nom ce courant, c'est celui de Gayatri Spivak, qui disait les subalternes, c'est ceux qui ne peuvent pas parler. Il y a un article très connu qui s'appelle Kind the Subaltern Speak, où elle conclut, elle dit non, et que dès que quelqu'un en fait apparaît dans les sources, pour schématiser, ça n'est pas un subalterne. Le subalterne, le vrai subalterne, il n'apparaît pas parce qu'il n'est que le produit d'un discours, son infériorité est quasiment maximale. De ce point de vue-là, c'est pas, pour l'historien, c'est pas très utile parce que ça conduit à une forme de nihilisme. Mais pour nous, ça nous pousse à nous interroger aussi sur le qui est un subalterne, le who is below, en fait, qui est absolument fondamental et qui a été relu plusieurs fois, notamment par exemple par Simona Ceruti dans un article qui a eu son instant de célébrité en 2015. Faut-il lire ça en termes sociaux? Est-ce que c'est forcément le below est forcément le bas de l'échelle sociale? Et là, on retrouve des interrogations sur le linguistic turn. Est-ce que le below, c'est pas celui qui a perdu la bataille du langage et qui n'apparaît pas dans les sources, quelle que soit sa position sociale? Bref, on a plein de façons d'interroger la subalternité et le below. Mais voilà, pour faire une petite distinction entre les deux, tout dépend où vous placez la focale, sur le discours ou sur les gens qui vivent cette infériorité, en fait. Lorsqu'on cherche à écrire l'histoire des masses anonymes, des classes subalternes et autres groupes opprimés ou invisibilisés, comment peut-on surmonter l'obstacle du manque de sources auquel on est confronté dans l'Antiquité, tout en sachant que celles-ci sont produites par les élites? Alors, d'abord, on n'est pas totalement démuni en sources produites par les subalternes. En tout cas, ceux que de prime abord, on va appeler subalternes. Alors, pour ce qui nous concerne, disons ceux qui n'appartiennent pas aux strates les plus élevées de la société romaine, prioritairement les chevaliers et les sénateurs. Mais on pourrait reproduire la pyramide sociale dans les différentes cités de l'Empire. D'abord l'archéologie, hein. L'archéologie, c'est tout- c'est aussi le produit d'un regard. Si on revient au livre, donc Ancient History from Below, l'un des chapitres les plus novateurs, c'est pas un hasard, c'est celui d'une collègue américaine qui s'appelle Kim Bowes, qui est une archéologue, qui a fouillé, donc il y a un chantier, enfin plusieurs chantiers en Étrurie, donc en Toscane actuelle, et qui a montré qu'en fait, quand on voulait bien regarder, enfin chercher des fermes notamment, et pas des villas, bah, on en trouvait. Et que quand on ne voulait pas, quand on voulait aller au-delà du regard produit par les sources agronomiques, Caton, Varron, euh, Columel et Palladius pour l'essentiel, en gros, quand on ne voulait pas, quand on n'était pas conditionné par le miracle des sources latines et qu'on ne suivait pas sur le terrain Varron qu'on essayait de retrouver, dont on essayait de retrouver les structures, en fait, ces fermes, elles existaient, on les voyait et que, par exemple, la supposée disparition de la paysannerie à la fin de la République, c'était un bon gros mythe, parce que des fermes, il y en a plein, en fait. Il suffit de regarder pour les voir. Et que même ça va au-delà.
en fait, parce que on a opposé pendant très longtemps, enfin pratiquement jusqu'à elle, hein, en schématisant un peu, parce que Jean-Pierre Brun avait déjà fait beaucoup, mais on a opposé deux modèles agronomiques, celui rationnel, visant à la commercialisation, qui aurait été celui de la villa, et celui vivrier, autosubsistant, qui aurait été celui de la ferme. En fait, quand on regarde qui dispose de quoi, on se rend compte que la différence entre les deux est une différence de degré, pas de nature. La villa, certes, commercialise, mais a besoin de produits qui restent sur le domaine pour subsister. Et à l'inverse, une part non négligeable des productions des petites fermes ou moyennes fermes, avec tout le flou qu'entoure ces notions, mais était destinée à la commercialisation et pas seulement à l'autosubsistance. Donc, l'archéologie, c'est produit de la nouvelle doc, c'est pour ça que c'est essentiel pour faire de l'histoire vue d'en bas, mais elle est aussi voilà, le produit d'un regard. Il faut chercher. Bon, un de mes maîtres, Jean-Pierre Gamet, disait toujours on cherche, on trouve ce qu'on cherche, mais là, en l'occurrence, oui, c'est le cas. Il faut les chercher, c'est faire, mais pas être uniquement influencé par ce qu'on lit chez Caton, qui ne s'intéresse évidemment pas qui s'adresse à des lecteurs qui sont de son niveau social, en fait. L'épigraphie, on y reviendra un peu plus tard, mais la production d'inscriptions n'est pas que conditionnée par les mentalités élitistes et même les sources littéraires, les textes même, peuvent être soumises à des lectures qu'on dit symptomatiques ou à rebrousse-poil. Par exemple, beaucoup sont des discours. Et comme c'est des discours, eh bien, on peut en creux reconnaître le caractère dialogique permet de reconnaître en creux des valeurs du destinataire, c'est-à-dire ceux à qui ce discours s'adresse. Alors bien sûr, c'est réécrit, donc c'est difficile, mais c'est pas impossible, pourvu qu'on attire l'attention, disons, sur le public de ces discours, sur le public des pièces de théâtre. Ça permet de relire aussi ces pièces autrement. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est plus mal que les autres, mais on n'est pas totalement démuni non plus. Il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est que l'histoire ancienne ne se réduit plus aujourd'hui à la Grèce et à Rome. Il faut avoir une approche un petit peu plus globale des mondes anciens. Et de ce point de vue-là, par exemple, la papyrologie apporte des informations absolument fondamentales sur l'histoire vue d'en bas qu'il faut appréhender. Enfin, il faut aller discuter avec les papyrologues parce que eux, ils sont assis sur une documentation que nous, on n'a pas, y compris des documents de la pratique, y compris des sources narratives, enfin narratives, il faut s'entendre sur le narratif, mais des choses qui permettent d'éclairer le quotidien qu'on n'a pas pour nos domaines. Et ça, c'est absolument fondamental, mais ça suppose là aussi d'élargir le champ au-delà du seul miracle grec et romain, en fait. Donc finalement, la problématique des sources, elle passe aussi par notre regard finalement et notre manière de... Absolument, absolument. Les sources, l'analyse des sources est le produit d'un regard qu'on a construit et on est aussi dépendant de la façon dont on a été formé, de la façon dont l'histoire évolue. Ce qui est possible aujourd'hui ne l'était pas forcément il y a 20, 30 ou 40 ans. Mais c'est aussi comme ça que l'histoire se renouvelle, hein. On peut toujours poser de nouvelles questions à l'histoire, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on n'aurait plus de travail depuis longtemps. Dans les années 1960, Peter Brun et Zvijavet proposèrent des travaux sur la plèbe. Dans les décennies qui suivirent, Claude Nicollet a proposé une étude sur l'expérience quotidienne de la citoyenneté romaine. Quels sont les apports et les limites de ces travaux? Alors d'abord, ce sont des précurseurs, c'est-à-dire que pendant très longtemps, et quand je dis très longtemps, c'est-à-dire si on considère que que l'histoire vue d'en bas naît dans les années 30 et théorisée par Edward Thompson dans les années 60, jusqu'au milieu des années 2000, disons, l'histoire ancienne reste en marge de ces renouvellements historiographiques qui concerne cette partie-là de la société. Alors on pourrait s'interroger sur le pourquoi du comment, mais le fait est qu'il y a eu, on reste en marge. Et il y a eu des exceptions, dont Peter Brunt, Zviavets et donc Claude Nicollet. Euh, les uns comme les autres sont souvent partis d'une critique quasiment positiviste de leurs prédécesseurs qui consistait à dire les foules ont joué un rôle dans la transition entre République et Empire. Par exemple, Yavetz a largement contribué à montrer combien le portrait des foules qui est dans les sources était caricatural, combien on ne pouvait pas en rester à ça. Parce que jusqu'à une période assez récente, en fait, enfin, euh, le pain et les jeux de Juvénal, c'était considéré comme de la sociologie, en exagérant à peine, hein.
Donc avec une image des foules urbaines qu'on limitait à ces plébéiens qui allaient guetter leur sportule auprès du patron et assister aux jeux ou se vautrer dans les jeux sans travailler, parce que fondamentalement, la citoyenneté était perçue comme un loisir, et donc on en a tiré tout un tas de choses sur la ville de consommation, la ville parasite, la dépolitisation, etc. Maintenant, aucun d'entre eux n'a à proprement parler fait de l'histoire vue d'en bas. C'est-à-dire que euh, même Claude Nicolet, qui s'est intéressé au quotidien vécu, euh, aucun d'entre eux ne s'est vraiment intéressé aux valeurs qui sous-tendaient les actions, à ce qu'on peut appeler enfin, à l'approche culturelle d'une certaine manière. Donc, de ce point de vue-là, ça nous laisse une marge de renouvellement, mais on part tous de là. Enfin, on part tous de l'article de l'ouvrage Plebs and Princeps de Yavetz et du métier de citoyenne de Claude Nicolet. En histoire ancienne, ça part de là. Après, c'est isolé. C'est-à-dire il y a un moment, et c'est là non plus pas un hasard, ça paraît dans les années 70. Claude Nicolet commence à s'intéresser à ces questions-là après mai 68. Yavetz s'est fortement influencé par son séjour en Éthiopie auprès d'Haïlé Sélassié. Donc il reporte, enfin, il se sert de ce qu'il voit sur les rapports entre le roi et sa population pour interroger les sources sur plèbe et prince. Mais après, il y a un grand trou, c'est-à-dire qu'il se passe pratiquement plus rien jusqu'à ce que Catherine Virlouvet, en fait, qui était professeure à Aix-Marseille Université, commence à donner, pour le coup, des sujets d'histoire sur les milieux plébéiens au milieu des années 2000. Ça va être les travaux de Nicolas Montex, d'Alexandre Vincent, de Marie-Adeline Le Guenec. Moi, j'arrive dans les mêmes années, voilà, mais on est encore, au milieu des années 2000, on est encore très isolé, hein, je veux dire, et c'est pas qu'en France, c'est-à-dire que partout ailleurs, on considère que enfin, on considère pas l'intérêt de ces études-là. Je me souviens d'un colloque où on s'était retrouvé en 2012 à Édimbourg, où donc il y avait des colloques venus du monde entier, et en fait, on était presque tous là. Quand 15 ans plus tard ou 12 ans plus tard, on fait Ancient History from Below, c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes parce que il n'y avait personne d'autre. Quand j'ai commencé ma thèse, moi, en 2005, deux collègues dont je ne citerai pas le nom m'avaient dit que ce que je faisais servait à rien parce qu'en fait, il n'y avait pas de source et de toute façon, c'était pas utile parce que voilà, ça m'importait peu. Donc c'était pour montrer d'où on partait en fait. De manière générale, les historiens de l'Antiquité ont longtemps concentré leurs travaux sur les esclaves et les pauvres. Quelles caractéristiques ont marqué ces recherches et comment expliquer cette focalisation? Alors là encore, hein, c'est toujours pareil. Vu l'influence qu'a eu le marxisme dans les années 60, 70, 80, c'est omniprésent. C'est vraiment omniprésent. Brodel, par exemple, dans une interview qu'il avait tenue peu avant sa mort en 85, dit de toute façon, c'est la base de la réflexion. Et par définition, enfin, ça explique l'insistance de l'histoire ancienne en particulier sur l'esclavage et la pauvreté. Parce que le pauvre et l'esclave, c'est deux catégories d'analyse socio-économique. Et donc, comme c'est socio-économique, bah, ça intéresse les marxistes ou ceux qui ne le sont pas par réaction au marxisme. En revanche, l'autre élément, c'est le christianisme, l'importance du christianisme, notamment sur la pauvreté. D'où le fait que la plupart des études de cette époque-là portent sur l'Antiquité tardive, parce qu'en fait, il s'agissait de voir ce que le christianisme avait changé à l'analyse de la pauvreté. Certaines de ces analyses ont été absolument fondamentales. Sur l'esclavage, Pierre Vidal-Naquet, Evelyne Pataléjon sur la pauvreté, ont été absolument centrales. Mais aucune d'entre elles, là encore, n'a réfléchi en termes, n'a pris par exemple enfin, s'intéresse à l'esclavage, mais pas aux esclaves. N'a pris les esclaves comme des potentiels agents historiques. Idem pour les pauvres. C'est des catégories d'analyse, ça a compté énormément. Aujourd'hui, on essaie plutôt de réfléchir à la façon dont les différentes formes de subalternité ou de subordination interagissent, pas seulement limitées aux aspects socio-économiques. Mais ces trucs-là ont la vie dure, hein. Par exemple, il y a quelques années, on avait trouvé en fouillant à Pompéi les restes d'un adulte et d'un enfant, ou
en tout cas d'un petit, d'un plus petit. Et on avait dit, bah, c'est forcément un esclave. Pourquoi ça serait juste un esclave? En fait, c'est le reste de modèles qui ont la vie dure, modèles économiques, socio-économiques, où l'esclavage est prégnant, sans s'interroger sur d'autres formes de hiérarchisation. Et c'est pour ça qu'il faut pas essayer, il faut bien se rappeler que dans ces mondes anciens, comme aujourd'hui du reste, mais avec des considérations supplémentaires, les formes de hiérarchisation sont multiples, hein, statutaires, de naissance, ethniques, religieuses, de genre, et tout ça interagit. Et les hiérarchies ne sont pas non plus, comment dire, pas étanches et elles ne sont pas parallèles. C'est pas parce que vous êtes en haut d'une hiérarchie A que vous allez être en haut d'une hiérarchie B. Tout ça donne quelque chose d'assez fluide et d'assez complexe. Justement, dans votre étude sur la plèbe, vous faites mention de la notion de culture, en tout cas, vous abordez une approche culturelle. Quels sont les apports de cette approche et comment pouvons-nous déterminer des pratiques communes dans un groupe aussi large que celui de la plèbe? Alors, l'intérêt de l'approche culturelle, c'est que on considère pas ces cultures, enfin ces individus comme aliénés. Enfin, du moins, c'est comme ça, c'est par ce biais-là, par ce concept-là qu'on peut entrer dans ces questionnements. Parce que, encore, par exemple, au début des années 2000, si on prend l'histoire du travail, par exemple, je me souviens, par exemple, d'un article par ailleurs très bon de Jean-Claude Béal décrivant les stèles de maîtres artisans en Gaule, et disant les gens s'excusent presque de se représenter au travail parce qu'ils ont tellement intériorisé la représentation aristocratique du travail qu'ils ne peuvent pas se mettre en pleine position de fierté, on va dire. En fait, c'est totalement faux. Enfin, je veux dire, d'abord, la fierté, elle est clairement exprimée. Alors, différentes formes de fierté professionnelle, mais elle est clairement exprimée. Et ensuite, ce que nous disent les anthropologues ou les sociologues, en particulier encore, je cite Grignon et Passeron, c'est qu'une culture, même dominée, n'est jamais totalement aliénée. Donc il s'agit de comprendre ce que peut être cette autonomie culturelle. C'est là que le concept de culture peut avoir un sens. Moi j'aime bien l'image d'une anthropologue du début du XXe siècle qui s'appelle Ruth Benedict, qui disait la culture c'est comme un arc. Et à l'intérieur d'une société, bien, chaque sous-groupe va actualiser ou utiliser différents segments de l'arc. Alors, on est dans une même culture, d'où l'arc, mais à l'intérieur de cet arc, on ne va pas utiliser les mêmes flèches, si je puis dire. Ou parfois, elles seront communes, mais elles feront l'objet d'une interrogation différente. C'est là l'intérêt de la culture. Alors par contre, comment on fait pour identifier des valeurs culturelles sur des groupes qui sont énormes et très hétérogènes? Bah, on peut pas en fait, hein. On peut pas. On s'intéresse à la répétitivité des motifs, ça c'est important, c'est-à-dire que d'une source à l'autre, d'une époque à l'autre, on essaie de repérer des constantes, mais on n'a jamais l'assurance que ça concerne tout le monde, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas des sources qui nous permettent d'avoir une représentativité exacte ou fiable de la structure sociale romaine. Il y a des déformations qui sont liées aux conditions de conservation, qui sont liées aux conditions de production, ne serait-ce que parce que les très pauvres, les très inférieurs, si on prend par exemple les mineurs, pas les mineurs au sens de l'âge, les mineurs, ceux qui travaillent dans les mines, ou ceux qui travaillaient comme esclaves sur les grands domaines, on n'a jamais de source. Donc notre vision elle est biaisée. Donc de toute façon, on fait avec ce qu'on a, on essaie de repérer des choses qui reviennent, des invariants, mais on est limité. Donc voilà. On essaie de pas oublier cette hétérogénéité. Quand on peut la mettre en valeur, on le fait. La plèbe pâtit donc d'une vision très stéréotypée dans les sources, souvent présentée comme une masse indistincte. Comment pouvons-nous nous affranchir de cette vision afin de rendre compte d'une image plus proche de la réalité, puisque de fait, la plèbe est une société très hétérogène? Bah, en considérant déjà que le stéréotype, c'est en soi un objet d'analyse. Il y a quelques années, on avait conduit avec Hélène Ménard un programme sur le stéréotype comme le produit d'un rapport de pouvoir. Le stéréotype, c'est pas un donné, c'est une construction sociale. Parce que l'utilisation d'images de supériorité, infériorité légitime finalement la domination sociale. Et quand on sait ça, quand on sait que c'est pour ces raisons-là que, par exemple, la plèbe va être décrite de manière homogène, multitudo, vulgus, turba, en termes extrêmement dépréciatifs, bah, peut-être que, en sachant comment ça fonctionne, on peut, dans le creux des sources, se dire c'est peut-être le contraire, ou
c'est derrière qu'il faut aller chercher. En déconstruisant, bref, les sources de mépris, on peut peut-être identifier ce qui est au-delà de ce mépris. Je donne un exemple. Dans les années 60, on avait tendance à considérer que si c'était dans Pétrone, donc dans le Satyricon, c'est que c'était vrai. Et puis on s'est dit, quand même, c'est une satire, précisément, ça s'appelle le Satyricon. Et là, l'analyse littéraire peut être utile parce que ce que nos collègues philologues montrent, c'est que le principe de la satire, c'est celui du monde inversé. Et aujourd'hui, on peut peut-être dire, ou tu vois, on peut prendre comme base de réflexion que si c'est dans Pétrone, bah, c'est peut-être l'inverse qu'il faut penser. Et c'est comme ça qu'on peut renverser, par exemple, ou utiliser des œuvres comme celles de Martial ou de Juvénal et ne pas les considérer comme on l'a fait, par exemple, un certain Alex Coby dans un article resté tristement célèbre, où il considérait Juvénal comme un ethnologue. Bon, voilà. Comment on peut faire en tout cas. Utiliser comme base de travail en s'intéressant à la production de stéréotypes aujourd'hui pour voir comment ça fonctionne dans l'Antiquité et essayer d'aller au-delà. Mm. Oui, c'est une analyse du discours, du vocabulaire. Exactement. C'est la base de toute façon. L'analyse de la critique de la source, c'est au fondement de nos travaux. Sans revenir sur l'importance du linguistic turn, des travaux de Bourdieu, avant lui de Foucault. Tout ça, c'est absolument essentiel si on veut comprendre les conditions de production des discours et essayer d'aller au-delà, en fait. Mm. Et en quoi l'analyse des espaces comme celui de la ville de Rome, donc avec les habitats, les rues, les lieux de fête, les ateliers, permettait de restituer les expériences quotidiennes, les formes d'organisation et les identités de la plèbe? Eh bien, parce qu'une culture, ou en tout cas, oui, une culture, c'est-à-dire un ensemble de pratiques qui vont être conçues comme communes à un groupe social, de manière d'ailleurs parfois pas toujours consciente. Parce qu'une culture, ça fonctionne pas uniquement dans les moments de tension. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le conflit est structurant dans ces sociétés. Par exemple, j'imagine que Bertrand Augier vous a déjà parlé de son approche de la crise et du fait que c'était structurel dans les sociétés anciennes, et c'est vrai. Enfin, c'est probablement vrai. Mais ça ne veut pas dire que les cultures fonctionnent uniquement comme ça. Et par exemple, toujours les mêmes. Si vous avez un truc à lire un jour sur l'histoire vue d'en bas, que ce soit Le Savant et le Populaire de Grignon et Passeron, ils nous disent une culture, ça fonctionne aussi au repos, dans les moments d'autonomie, dans les moments où la domination n'est pas évident, enfin, n'est pas mise en scène, n'est pas ressentie. Bref, dans les moments de sociabilité, dans les moments de l'intime, dans les moments du quotidien. Donc ça peut être des moments de fête, par exemple les Convitalia, mais ça peut être dans les moments de tous les jours, en fait. Évidemment, on a du mal à accéder à ça. Mais on n'est pas là encore non plus totalement dépourvu parce que ce qu'on peut avoir, ce qu'on connaît notamment par l'archéologie sur les conditions de vie à Rome, la structure des immeubles, donne une idée des modes de vie. Et donc, c'est pas impossible et c'est très utile. Autre élément, l'histoire des sens, hein, par exemple, tel que l'a fait Alexandre Vincent. Les sens, c'est des constructions sociales de la même manière, et c'est pas parce que, pour le dire simplement, Martial dit que quelque chose pue, que ça puait pour un plébéien. Et donc, restituer l'expérience de la ville, enfin, du moins, considérer que le sens est une construction sociale, c'est aussi essayer de restituer l'être en ville des plébéiens. Et donc, on manquerait quelque chose si on ne s'intéressait qu'aux émeutes, si on ne s'intéressait qu'aux moments de tension, si on ne s'intéressait qu'à la temporalité politique. Parce qu'une culture, c'est pas que ça. Un être en ville, c'est pas que ça. C'est aussi des moments de repos, c'est aussi des moments où on est entre soi. Et cet entre-soi construit la temporalité politique. C'est le eux et nous. C'est un truc qu'avait théorisé un autre sociologue important, Richard Hogarth, dans les années 60. Ça s'appelle la culture du pauvre en français, et The Uses of Literacy en anglais, où il dit la structuration eux et nous, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Mais ce eux et nous, que nous, on appréhende uniquement dans les moments de tension, c'est là qu'on peut le voir quand la plèbe fait corps face à l'aristocratie, pour le dire simplement. Elle se construit dans le quotidien, parce que c'est les mêmes acteurs qui vont de l'un à l'autre. C'est les mêmes qui échangent du lien social, c'est les mêmes qui font circuler des rumeurs.
Et donc, c'est absolument essentiel pour avoir un portrait complet de s'intéresser aussi à l'espace de la rue, à l'espace de l'appartement, de la taberna, bref, des choses qui ne sont pas forcément des moments conflictuels. Récemment, les recherches sur les émeutes et les révoltes ont donné lieu à plusieurs publications. Dans votre ouvrage, vous montrez que la plèbe romaine, malgré son hétérogénéité, formait un groupe stable, profondément ancré dans la ville, capable de défendre sa dignité et doté d'une réelle autonomie politique. Qu'est-ce que cela nous révèle sur son agentivité politique? Alors, le problème, c'est de parler de la plèbe, en fait. Quand on arrive à identifier des courants en son sein, c'est pas toujours évident, mais on se rend compte que c'était pas uniforme, hein. Et que quand je parle de plèbe démographiquement stable, je pense à un groupe social en particulier qui est celui des ayants droit au blé public, qui vivaient dans des conditions très privilégiées. Ceux qui se situaient en deçà, qui correspondent d'ailleurs souvent dans les sources, hein, quand on arrive à faire des parallèles, hein. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur les différentes formes de hiérarchie qui étaient juxtaposées. Ça correspond souvent, ces ayants droit, donc hiérarchie civique, on va dire, au monde de la boutique, hiérarchie cette fois-ci sociale et économique. Mais pour ceux qui se situaient soit au-dessus, j'imagine cette fameuse plebs média, soit en dessous, ceux qui étaient les journaliers, ceux qui travaillaient dans des conditions plus difficiles, ceux qui n'avaient pas accès au blé public, ceux-là, leur agentivité, malheureusement, on l'aperçoit mal. Maintenant, si on s'intéresse puisque c'est sur eux qu'on a le plus de sources, à cette plèbe frumentaire, à ces plébéiens frumentaires, ce que ça nous dit de son agentivité, c'est que si Rome n'était assurément pas un gouvernement d'opinion, ou en tout cas ou une démocratie, comme on a pu essayer de le faire passer dans les années 90 avec les travaux de Fergus Millard, ça n'en était pas moins un régime ou une société où les gouvernés avaient la possibilité, enfin se faisaient entendre, des gouvernants. Il faut se remettre dans les conditions de l'époque, hein. Si vous prenez le cirque, par exemple, c'est entre 150 et 250 000 personnes qui s'adressaient, qui avaient la capacité culturelle, parce que c'est les mêmes gestes, parce que c'est les mêmes chants, parce que c'est les mêmes slogans, et parce qu'aussi c'est les mêmes motifs de mobilisation qui se transmettent d'une génération à l'autre, qui avaient la capacité, bref, une culture en gros, hein, qui avaient la capacité de s'adresser au prince. Et mettez-vous dans la situation du prince, protégé par quelques soldats, même quelques milliers de soldats, dans une société qui n'avait pas vraiment de solution de maintien de l'ordre, en tout cas de solution de système. Ça, c'est un truc qu'on invente au 19e siècle, hein, le maintien de l'ordre, la société policière. Et donc, mettez-vous à la place du prince, dites-vous, si ces 150 000 là, ça dégénère, est-ce que je ne vais pas prendre le parti de les écouter un petit peu quand même, ou au moins de dialoguer, et de justifier mon attitude si jamais je ne prends pas une décision qui est conforme à ce qu'il souhaite. Et en fait, quand on met en série, on se rend compte que c'est effectivement le modèle. C'est un modèle dialogique où le prince écoute et s'adresse, justifie ses décisions sous peine que ça tourne mal. Alors évidemment, dans les sources, quand ça tourne mal, c'est forcément des mauvais empereurs. C'est Tibère, c'est Domitien, c'est Néron. Mais on peut supposer que ça ne concernait pas que cela non plus. Euh, donc voilà, ils avaient quand même la possibilité de se faire entendre. Et c'est pour ça aussi que la plèbe est peut-être, enfin cette plèbe de Rome a peut-être plus de poids sous l'Empire que sous la République, parce qu'elle a un interlocuteur. Elle a un interlocuteur privilégié qui ne change pas tous les ans. Parce que la politique se fait pas seulement, ou même moins, aux comices qu'aux jeux, en fait. Où là, ils avaient la possibilité de s'adresser de manière globale à un dirigeant et à lui faire entendre ce qu'ils avaient à lui dire, quelles étaient ses exigences, dont par contre, ils étaient parfaitement conscients. Et ils savaient que ça marchait comme ça. Donc du coup, ils le refaisaient. Imaginez aujourd'hui que dans un stade de foot, on demande une augmentation du RSA ou une baisse d'impôts. Ben, on aurait une idée de la façon dont ça fonctionnait. Et parfois, c'est pas un peu compliqué de réussir à, comment dire, à sortir une opinion de la foule, enfin, de sortir des Si. revendications. Ben, ce que je dis toujours à mes étudiants quand on travaille sur des textes, c'est imaginer faire l'histoire de la CGT juste avec les mémoires de Bolloré.
Ouais, ça donne une idée de la difficulté qui est la nôtre. Bien sûr que si, que c'est difficile, parce on ne sait pas jusqu'à quel point ça s'est passé exactement comme le décrit la source. À la limite, quand Cicéron dit qu'il y a eu une émeute au cirque, bon, dans la plupart des cas, il l'a vécu. Mais quand Plutarque parle de l'époque des Gracques, on est déjà lointain. Ensuite, donc est-ce que ça s'est passé comme ça l'est, comme c'est décrit? Ensuite, quelle est l'ampleur de la déformation? Enfin, pour terminer, quelle est la valeur de l'exemple? Quelle est la valeur de ce cas en particulier? Et qui a manifesté à ce moment-là? Donc, il faut essayer, enfin, si on prend qu'un seul cas, on peut rien en faire. On peut absolument rien en faire. Là, la mise en série est absolument essentielle parce qu'en fait, c'est la répétitivité des motifs qui va peut-être, je dis bien peut-être, pouvoir vous permettre d'aller au-delà de l'anecdote, de se dire, voilà, on a des valeurs qui reviennent. Ça peut pas être un hasard parce que Tacite, ce n'est pas un sociologue, et si les valeurs reviennent, c'est que peut-être ça dépasse le seul cadre du stéréotype. Mais comme ils avaient une vision très dégradée de la politisation des plébéiens, ben, on se méfie. On essaie de trouver des façons de ne pas s'en tenir au discours grossier. Mais voilà, la mise en série, c'est vraiment, je pense, la clé, là, pour le coup. Parce que sinon, en soi, un exemple n'a aucune valeur. Sorti de son contexte, comme ça l'est la plupart du temps, on n'en fait pas grand-chose. Oui, c'est sûr. Puis bah, comme il présente une foule vraiment Homogène, en masse, on peut pas déterminer qui était présent en fait. absolument. Après, là encore, on ne peut pas déterminer qui était présent cette fois-là, mais sur la durée, par exemple, en s'intéressant aux inscriptions que l'on a retrouvées, par exemple, dans les arènes d'Arles, on a une idée de qui était dans les foules. En regardant bien le vocabulaire, en s'en tenant pas au cas unique, par exemple, où à un moment on a Tourba, la foule agitée, mais en regardant s'il n'y a pas ici ou là une indication supplémentaire, en vérifiant aussi, en regardant de près ce qu'il revendique exactement. Par exemple, quand des individus en 133 graffitent partout dans les nécropoles qu'ils veulent à tout prix, à l'adresse de Tiberius Gracchus, qu'ils veulent à tout prix que la loi agraire passe, bon ben, qui fait ça? C'est certainement pas la plèbe urbaine qui n'a pas un grand intérêt à cette loi frumentaire. Et par ailleurs, le fait que ce soit dans les nécropoles, ça veut dire qu'on est dans le suburbium. Donc peut-être une plèbe plus rurale, des paysans qui se sont déplacés à Rome et qui ne sont pas rentrés dans le centre-ville. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à, dans les interstices d'une certaine manière, à essayer de retrouver qui sont les acteurs. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Aujourd'hui, des sources telles que l'archéologie ou l'épigraphie permettent une meilleure compréhension des minorités. Comment ces sources contribuent-elles à une histoire par le bas? D'abord parce que c'est ce qui n'est pas produit par les élites. On n'a pas, je disais, de journal, par exemple, comme celui de ce menuisier qui a marqué les pensées qui lui venaient, ce menuisier du sud d'un château qui retapait le parquet d'un château dans le sud de la France et qui a mis ses pensées au dos. Là, on a retrouvé ça récemment et du coup, on a le journal comme ça, Joachim, le journal de Joachim. Ça, on n'a pas. Mais malgré tout, les inscriptions, elles sont produites par des... Alors bien sûr, elles obéissent à des conventions, elles aussi. Mais elles sont produites par des sources qui ne sont pas que élitistes. Et là, pour le coup, elles contribuent à renseigner une histoire vue d'en bas. En tout cas, d'individus qu'on a envie de considérer comme subalternes. Et on se rend compte que le monde que ça décrit n'est effectivement pas le monde de l'élite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence, mais ça veut dire qu'ils font quelque chose d'autre d'un certain nombre de valeurs. Rappelez-vous la métaphore de l'arc hein, tout à l'heure. Euh, Par exemple, le mépris aristocratique qui pèse sur le commerce, sur la vente, sur le travail, sur la confiance. Les commerçants, c'est tous des voleurs, si on lit chez Cicéron, parce que eux-mêmes, les aristocrates, ne font pas du commerce quand ils le vendent. Précisément, c'est la valeur inverse qu'on trouve dans toutes les inscriptions. Ils insistent sur leur honnêteté,
sur leur habileté professionnelle, sur la confiance qui structurait les échanges. Comment on lit ça? On n'a pas un texte qui nous dit que la fidèse, c'était fondamental chez les plébéiens. Par contre, on voit bien que la répétitivité du motif dit que c'était quelque chose d'important. Comme si ça avait été une réponse à l'aristocratie, comme si ça avait été essentiel qu'une partie de la société dise non, mais on n'est pas que ça. Et donc, considérer les choses de manière dialogique est aussi, presque polémologique, est aussi une façon d'aborder ces inscriptions. De nos jours, ces nouvelles perspectives remettent en question les approches normatives. On assiste à une prise de conscience de l'aspect plus théorique de la recherche. Comment évoluent les études actuelles de l'Antiquité? Alors, j'oserais pas, euh, comment dire, je ne me permettrai pas de juger l'évolution générale des études sur l'Antiquité, parce que je me ferais plein de copains. Euh, Malgré tout, vous avez raison. Les modèles, enfin, l'approche théorique tente à gagner des parts de marché, c'est-à-dire qu'on réfléchit davantage en termes, problématise davantage, sans doute influencé par une approche anglo-saxonne qui, elle, considère la force du modèle, la force de la théorie depuis bien plus longtemps que nous, hein, si on remonte au moins à Moses Finlay et à son économie. Donc, ça prend de l'espace. Par contre, c'est pas toujours à bon escient. Par exemple, en histoire de l'économie, ce qui domine aujourd'hui, c'est l'économie, l'approche néo-institutionnelle, qui repose très largement sur une sélection des sources représentant le modèle qu'on a tiré d'approches économiques contemporaines au détriment d'autres. Et cette sélection des sources pose problème parce que tout ce qui ne rentre pas dans le modèle, eh ben, on l'évacue comme anecdotique. Seulement, faute d'études quantitativistes, ça pose des difficultés. Donc oui, l'approche théorique tente à gagner, tente à devenir plus forte, mais il ne faut pas que ça soit systématique. Et il ne faut pas, surtout, ne pas oublier la source. La source prime toujours, hein, quand bien même elle dit le contraire de la réalité, disons pour aller vite. C'est la source qui prime, jamais, jamais le modèle, hein. L'approche théorique ne sert que de questionnement de base. Est-ce que du coup, une approche par le cas, ça pourrait être intéressant dans ce cas? Alors, de toute façon, il n'y a pas de bonne échelle pour faire de l'histoire vue d'en bas, si on revient à ça. Pendant, par exemple, il y a eu deux écoles d'approche qui ne sont pas de l'histoire vue d'en bas, mais qui ont largement contribué au champ. C'est d'un côté la micro-histoire, donc l'étude du cas. Alors nous, on manque un peu d'informations pour faire ça, mais si on peut y arriver, il faut. C'est-à-dire, il y a des cas quand même assez exceptionnels qui sont documentés ici ou là, qu'on peut utiliser. Donc le cas, oui. Ou alors, vous avez l'Alltagsgeschichte dont vous parliez tout à l'heure, qui est une analyse beaucoup plus globale. Et de manière générale, l'histoire, par exemple, un des grands praticiens de l'histoire vue d'en bas à l'époque moderne, c'est tout à l'heure l'Atlantismark Riediker. Voilà. Lui, il a une approche sérielle de l'histoire vue d'en bas. Donc, il n'y a pas une bonne échelle d'analyse. C'est juste que nous, le cas nous est souvent interdit, mais ça reste une très bonne façon d'appréhender l'histoire par le bas, oui. Et en particulier, si vous avez une inscription un peu développée, vous pouvez, par exemple, il y a une inscription très célèbre en Afrique du Nord qui s'appelle celle du moissonneur de Mactar, pardon. Une inscription très longue d'un paysan qui avait réussi socialement. Vous pouvez faire plein de trucs avec une inscription comme celle-là. Donc ça, il y a des exceptions, on peut, mais c'est pas toujours évident. L'important, c'est pas tellement l'échelle d'analyse. L'important, c'est de se rendre compte de la structuration des sources. Comme on va faire beaucoup d'épigraphie quand on fait de l'histoire vue d'en bas, mais pas que, hein, mais quand on en fait beaucoup, on est conditionné par une approche très synchronique des sources. Dans les inscriptions, on ne fait pas mention de grands événements, on ne fait pas mention de chronologie. À l'inverse, si vous faites de l'histoire vue d'en bas à partir des sources littéraires, ben c'est l'inverse. Vous allez insister sur les moments de tension, sur les émeutes, parce que la seule chose qui intéressait les lecteurs
des sources comme Cicéron, Tacite ou un autre, c'était les grands événements qui avaient fait de Rome ou du monde romain la capitale qu'il connaissait, ou le monde qu'il connaissait. Et là, c'est profondément méprisant, ou relégué au second plan. Donc vous avez un gap dans la production des sources. Si vous utilisez les sources épigraphiques, vous avez une approche quasiment exclusivement synchronique. Si vous utilisez les sources littéraires, vous avez une approche exclusivement diachronique dans laquelle les gens, enfin les subalternes n'apparaissent pas. Et donc l'intérêt, l'important, c'est d'essayer de remettre ces subalternes dans le récit diachronique, de voir le rôle qu'ils ont pu jouer dans les grandes évolutions, dans les transformations à long terme. Et de ce point de vue-là, le cas est peut-être moins utile que la mise en série. Mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire, et il n'y a pas qu'une façon de faire de l'histoire vue d'en bas. Comment les évolutions numériques, donc les bases de données, les corpus électroniques, permettent-elles aux historiens de se renouveler dans l'étude de l'histoire par le bas? C'est ce que, en fait, la réponse est dans la question précédente, d'une certaine manière. C'est ce qui permet de faire de la mise en série. C'est-à-dire que c'est absolument fondamental si on veut faire de la mise en série. La base de données vous aide à repérer les acteurs, à mettre en série les termes qui caractérisent les acteurs des émeutes. Vous aide à mettre en série les dates, les valeurs, les sources. Bref, c'est fondamental. Même si on n'a pas des quantités astronomiques de données. Une autre façon de renouveler, enfin, ce qui pourrait être intéressant, c'est un collègue espagnol, Francho Pinapolo, qui disait ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire une espèce de prosopographie des gens d'en bas, en fait? Pourquoi faire forcément une prosopographie des parties supérieures de la société, des sociétés antiques? Et je crois qu'il a raison. Et là, pour le coup, un corpus numérique, une base de données, peut vous permettre de faire d'adopter ce genre de démarche. Puis accessoirement, comme je disais, on n'est pas non plus démuni en termes quantitatifs. Aujourd'hui, les inscriptions totales, hein, on en a quelque chose comme un demi-million pour le monde romain. C'est utile d'avoir des bases de données parce que, notamment dans le lot, vous avez 80-90% d'épitaphes qui concernent non pas des anonymes parce que leur nom est donné, mais des inscriptions qui n'ont rien d'autre dessus que le dédicant de l'épitaphe, au dédicataire, hein, machin, ma chère épouse, etc. Et même s'il n'y a pas grand-chose sur ces textes, eh ben, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les étudier. Parce que sinon, on reprend le motif de mépris dont on parlait tout à l'heure, hein, la condescendance pour des gens qui n'ont pas eu d'importance. Et puis par ailleurs, c'est pas parce que les discours sont stéréotypés qu'ils sont inintéressants. On arrive, avec un peu d'huile de coude, on arrive à en faire quelque chose de ces inscriptions répétitives où tous les époux sont fidèles et toutes les épouses sont irréprochables. Malgré tout, c'est pas inutile. Vous-même, vous avez une base de données très très riche à la fin de votre ouvrage sur la plèbe et sa culture. Alors j'avais fait, en tout cas c'était l'idée de départ, c'était, comme vous me l'avez posé tout à l'heure, comment on fait quand on a un texte qui est très méprisant pour savoir qui était présent, qui a braillé, comment ça s'est passé exactement. Bah, la base de données, elle m'a, disons, en soumettant chaque émeute ou chaque action collective, parce qu'il n'y a pas que des émeutes, chaque manifestation à la même base, c'est-à-dire aux mêmes critères d'analyse, euh, on peut, en tout cas c'était l'idée de départ, c'est pas à moi de dire si ça a marché, mais on peut dire, voilà, la répétitivité des formules, la répétitivité des actions, la répétitivité des valeurs défendues, la répétitivité du vocabulaire caractérisant les sources, peut permettre d'en faire quelque chose. Mais tout le monde n'est pas convaincu, hein. Par exemple, quelqu'un comme Henrik Moritzen a été très critique à mon endroit en disant non, mais en fait, dans son truc, on voit toujours vulgus, turbus, turba, multitudo. Je vois pas à quoi ça sert. Voilà. Donc, tout le monde n'est pas sensible, et tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, L'essentiel, c'est d'être de bonne foi et d'être conscient des limites intrinsèques de ce genre d'analyse. Et enfin, vu que notre podcast est écouté en grande majorité par des étudiants, auriez-vous des recommandations ou des conseils pour un historien souhaitant faire de l'histoire par le bas? Alors, si c'est l'histoire antique par le bas, la base, c'est de se former à toutes les sources qui permettent de la pratiquer, c'est-à-dire de ne pas s'en tenir à la lecture des BD,
mais d'aller vers l'archéologie. Un historien ou une historienne complète, c'est quelqu'un qui a gratté la terre. Faire œuvre d'épigraphiste, hein, ça paraît difficile de faire sans. De ne pas hésiter à tomber petit, comme avec la potion magique, dans des dossiers qui sont complexes, mais euh, qu'on peut arriver avec le temps à percer et qui aujourd'hui sont délaissés parce qu'ils sont trop techniques. Je pense par exemple aux tablettes de bois de Vindolanda qui éclairent le quotidien. C'est des tablettes de bois qui avaient été produites. C'est la correspondance des soldats, si vous voulez, dans un fort d'auxiliaires sur le mur d'Adrien. Et donc, ils échangent avec leurs proches, parfois lointains. Par exemple, un tel qui doit demander est-ce que tu peux m'envoyer des chaussettes pour l'hiver? Parce que sur le mur d'Adrien, on est en Écosse, ça caille. Et la réponse oui, oui, je t'ai fait apporter de l'huile, du poulet. Enfin, bref, des choses qui, hors les tablettes de Vindolanda, c'est très technique parce que c'est du cursif. Et donc, faut s'y former très tôt, en fait. Parce que même moi, par exemple, j'ai du mal à lire ça. Euh, j'ai envie de dire aller aussi vers avoir une approche globale des mondes antiques, hein, comme je le disais tout à l'heure, pas hésiter à s'intéresser à la papyrologie, parce que la source de renouvellement principale, elle est là, en fait. Il y a un moment où bien sûr, vous pouvez toujours poser une nouvelle question aux sources classiques, mais quand même, Cicéron, ça a été bien balayé. Et donc, il faut essayer d'aller vers des dossiers qui le sont moins. Et les papyrus, c'est un puissant fond, en fait. Et là, faut avoir quelqu'un qui vous pousse vers ça, qui a la capacité de vous encadrer vers ça, y compris du point de vue théorique. Puis le dernier conseil, je pense que c'est apparu dans les questions et dans les réponses tout au long du podcast, c'est de lire les sciences sociales, de lire ce qui vous permet de réinterroger les sources, hein. Moi, j'ai quelques auteurs, quelques doudous, comme dit Patrick Boucheron, que je convoque à chaque instant parce que ça m'a profondément marqué quand je faisais ma thèse et que je relis encore, même si, là encore en sociologie, les questionnements sont renouvelés, mais Grignon, Passeron, Hogarth, Hall, Bourdieu, pour moi, c'est voilà, des auteurs clés à partir desquels je travaille. Alors, ça ne veut pas dire qu'on applique ce qu'ils ont dit pour d'autres périodes, ça veut dire que ça vous sert de base de raisonnement. Donc voilà, euh, diversité des approches et interdisciplinarité pour faire de l'histoire ancienne vue d'en bas et puis faire feu de tout bois, hein, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'est pas très bien loti au démarrage, mais c'est pas le ticket d'entrée est cher, mais j'aime à croire que comme au patinage avec le coefficient de réalisation d'une figure, la note à la sortie est meilleure parce que c'était plus difficile. Bon, bah, merci beaucoup, Monsieur Cyril Courrier, d'être intervenu sur le podcast. C'était extrêmement intéressant. On a été honorés de vous recevoir. Merci à vous, c'est moi qui suis honoré. Bon, bah, merci à tous aussi d'avoir écouté et puis bah, bonne journée.